La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Les voix de l'économie à 7h13. Votre invité Stéphane, le président d'Asia Centre. Bonjour Jean-François Demelio. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. La Chine vient d'annoncer des mesures de représailles suite à l'augmentation des droits de douane américains depuis hier. Elle applique des droits de douane supplémentaires sur les produits agricoles en provenance des États-Unis, mais elle a finalement renoncé à taxer le charbon et le gaz naturel liquéfié. Est-ce qu'il faut y voir une forme de modération, peut-être pour essayer de négocier avec les États-Unis ? Oui, absolument. Une forme de graduation, sinon de modération. Les repères ne sont pas clairs dans beaucoup de domaines ces temps-ci, politique internationale, mais aussi politique commerciale. Il faut noter qu'en même temps, la Chine a mis des sanctions sur le Canada. Donc, vous voyez, tout le monde est un peu concerné par cette pseudo ou para-guerre commerciale. En termes de modération, déjà, le premier élément, c'est que, bien sûr, la Chine importe moins de la part des États-Unis que les États-Unis n'importent forcément de la Chine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on fait des sanctions sur l'ensemble des importations ? Forcément, ça va être assez dilué par rapport aux sanctions américaines. Donc, on choisit des cibles spécifiques et en particulier des cibles agricoles, le soja, parce que dans l'esprit, en tout cas, des dirigeants chinois, le soja, c'est les agriculteurs américains. Les agriculteurs américains, ce sont les électeurs de Donald Trump. Donc, si on veut faire du mal à Donald Trump, ou en tout cas, si on veut arriver dans une éventuelle négociation avec lui, en le déstabilisant, eh bien, on s'attaque à son électorat. N'oublions pas qu'il a des élections dans 2 ans. Et c'est très important pour lui. Et avec des mesures peut-être plus chirurgicales, la Chine, on a l'impression, essaye de donner l'image d'un pays garant du libre-échange et des règles de l'OMC. Est-ce qu'elle cherche à se rapprocher avec cette image d'autres partenaires, et je pense évidemment à l'Union européenne? Oui, alors elle a absolument besoin de l'Union européenne de toute façon. Il faut rappeler que la Chine reste un pays extrêmement exportateur. Ses principaux partenaires désormais ne sont plus les États-Unis ou l'Europe, désormais c'est l'Asie du Sud-Est, si on cumule les importations et les exportations. Néanmoins, la croissance chinoise dont on va probablement parler, c'est avant tout les exportations. La Chine a accumulé plus de 1000 milliards de dollars d'excédents commerciaux l'année dernière, et une grande partie naturellement avec l'Europe. Donc il faut se ménager l'Europe. Ceci étant dit, la Chine se cherche des alliés un petit peu partout, et dans cette négociation, effectivement, elle a besoin de l'Europe. Oui. Vous connaissez très bien le sujet. L'Asia Centre est un institut de recherche indépendant consacré aux économies asiatiques et notre rapport avec ces économies. Est-ce que l'Union européenne a intérêt à un tel rapprochement ? Alors là encore, c'est une redistribution totale des cartes. L'Union européenne est elle aussi dans un conflit ou un pré-conflit commercial avec la Chine sur le sujet des voitures électriques. Bien sûr, il y a eu cette investigation de la Commission l'année dernière. On est sorti de la naïveté, c'est le slogan actuel de la 2e commission von der Leyen, et on n'est pas sur une trajectoire de rapprochement avec la Chine. Ceci étant dit, dans la redistribution des cartes, avec cette tension que nous avons maintenant avec les États-Unis, il va falloir se trouver de nouvelles configurations commerciales. Est-ce qu'on va baisser la garde ? Il n'en est pas question pour l'instant, mais ça peut être une option, à condition, bien sûr, de mettre des bornes très précises, de savoir exactement où on va, sachant que nous avons aussi un certain nombre d'industriels, ça a été dit à propos des États-Unis, qui gardent, et à propos éventuellement du gel des avoirs russes, nous avons des industriels qui gardent des intérêts en Chine. Donc c'est un jeu très fin. Il va falloir être beaucoup plus subtil qu'on l'a été pendant la première commission von der Leyen, pendant les différentes commissions européennes qui étaient beaucoup plus généreuses vis-à-vis de la Chine, d'où la situation actuelle. Et tout ça, ça va être un jeu dans lequel la Chine aujourd'hui souhaite investir plus en Europe pour, soi-disant, nous dit-elle, créer des emplois en Europe. C'est un argument auquel on est obligé d'être sensible. La Chine a une énorme population. Est-ce que pour autant le pays a les moyens de compenser avec la consommation intérieure ce qu'elle pourrait perdre en termes d'exportation en cas d'intensification de la guerre commerciale ? Alors ça, c'est la chose trappe des dirigeants chinois, parce que depuis maintenant près de 20 ans, ils nous répètent que la montée en puissance de la classe moyenne qui est réelle va conduire à déclencher un nouveau moteur de croissance qui est la consommation. En réalité, ça ne marche pas. La consommation croît moins vite
que le PIB. On a eu des trimestres de consommation avec une croissance de 3%, alors que nous annonçons un PIB en croissance de 5%, tout simplement parce qu'en Chine, on a une population qui vieillit d'abord, et que contrairement à l'Occident, cette population qui vieillit n'est pas rassurée par le montant de ses retraites et donc ne consomme pas. Et on a une population aussi qui est tendanciellement épargne. C'est une tradition, c'est aussi le reflet d'un certain nombre d'incertitudes économiques. Et en fait, malgré ce qu'on a entendu à l'Assemblée nationale populaire sur la relance de la consommation, malgré les attentes très fortes qu'on a d'un bazooka de stimulus économique, ça ne vient pas. Probablement que derrière ce discours d'incitation à la consommation, il y a d'autres préoccupations qui sont l'autonomie stratégique pour la Chine. Alors justement, la Chine a annoncé une augmentation de ses dépenses militaires rapportées au PIB. Qu'est-ce que ça représente par rapport à ce que font d'autres pays? Je pense évidemment aux États-Unis, mais aussi aux objectifs de l'Europe. On est encore à des chiffres relativement faibles, parce que le budget annuel, c'est de l'ordre de 300 milliards de dollars pour un PIB qui est désormais pratiquement de 15 000 milliards de dollars. Donc, on est à 3%, on n'est pas tout à fait à 3%, pour autant qu'on prenne dans le budget militaire ce qui nous est annoncé. Il faut savoir qu'on est dans une économie duale en Chine, et lorsque vous voyez des voitures électriques sortir, ça n'est pas simplement le fruit de la recherche des constructeurs automobiles. Par exemple, quand on voit les téléphones chinois aussi sortir, c'est aussi le fruit de la recherche de Huawei. Or, on sait à quel point Huawei a été lié au secteur de la défense. Donc, si vous voulez, il y a un chiffre officiel qui n'est pas colossal, qui est en augmentation. On parle d'une augmentation de 7% pour l'année qui vient, et on finit actuellement un plan quinquennal en 2025 qui a conduit à une modernisation de l'armée. Lorsque la Chine parle d'augmenter ses dépenses militaires, est-ce qu'elle a les moyens de produire industriellement tous ces équipements, ou est-ce qu'elle est obligée d'importer une partie de ces équipements militaires? Les deux. La Chine est un exportateur de matériel militaire. Il y a encore un sujet qui est celui des avions de chasse, c'est-à-dire que pendant très longtemps, c'est la technologie russe qui a porté la technologie chinoise. Il semblerait aujourd'hui que la technologie chinoise, en termes de motorisation des avions de chasse et du matériel militaire volant, soit au point. Et en revanche, sur la question de la marine, qui a été l'effort principal de l'ère Xi Jinping, on voit que maintenant, avec le nouveau porte-avions qui va sortir, on a un système de catapultes qui est tout à fait compétitif, et donc on a des technologies qui sont naturellement très au point. Merci beaucoup. Jean-François Di Meglio, l'un des meilleurs experts sur l'Asie à la tête de l'Asia Centre, institut de recherche indépendant consacré aux économies asiatiques. C'est 7h21. Merci à tous les deux. À demain, 6h. Stéphane pour la matinale de l'économie. Tout de suite, Karine Dijoux.